là, est-ce que c'est bien? Mais non, mais d'abord, bon, vous l'avez dit, monsieur Langlais, la recette mise en face, estimée, c'est une recette à hauteur à peu près de 4 milliards d'euros pour les 2 jours fériés. Juste pour quand même que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est l'équivalent de ce qu'a coûté en quelque sorte la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc après, là, on est dans un débat qui est un débat politique. La question est de savoir si on considère que les Français doivent désormais travailler 2 jours fériés supplémentaires ou au contraire, est-ce qu'on veut mettre à contribution, par exemple, pour prendre cet exemple de l'impôt de solidarité sur la fortune, les plus riches. Quand même, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, quand vous supprimez 2 jours fériés par an, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous allez augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire. Ça veut dire très concrètement que c'est une baisse du salaire horaire net des Françaises et des Français, de l'ensemble des Françaises et des Français. Si on fait le calcul, monsieur Langlais... Il lâche pas l'affaire avec l'ISF. Mais les gars, c'est extrêmement important ce qu'il raconte quand même. Hein. Parce que je suis désolé, des mecs qui sont super riches peuvent très bien contribuer à baisser le déficit. Ces mecs-là seront toujours riches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'ils fassent ce pressing sur l'ISF. C'est important, mon gars. On va pas aller toucher des prolétaires, déjà qu'ils sont harassés par le travail. Pitié, genre. Pour le vérifier, ça fait à peu près 1% de baisse du salaire il a raison. horaire des exactement, Français. Bisboy. Il faut même un ISF plus. Exactement. Il faut encore plus imposer les riches. Français. Eh ben, je suis désolé, mais cette situation de déficit à laquelle on est confronté aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'effort doit reposer sur l'ensemble des Françaises et des Français. Je pense au contraire que l'effort doit reposer sur une petite minorité qu'on a largement profité depuis des années et des années de la politique d'Emmanuel Macron et qui peut être mis davantage à contribution. Oh, écoutez, les jours fériés, ils valent pour les riches comme pour les pauvres. Hein. De ce point de vue, je suis pas sûr que... On ne travaille pas de la même manière les jours fériés, monsieur. Écoutez, tous ceux qui travaillent profitent de jours fériés et n'en profiteraient plus. C'est ça. Bon, mais c'est quand même la grande majorité des gens. Et de ce point de vue, ça rejoint le diagnostic sur la quantité de travail en France est insuffisante. Ce qui est vrai. Vous rappeliez tout à l'heure, Darius, les chiffres, quand vous prenez l'ensemble des heures travaillées que vous divisez par le nombre d'habitants... Rappelons-les peut-être, comme ça on aura vos réactions à l'un et à l'autre sur le sujet. Italie 767, Espagne 731, Allemagne 752, et on descend à la France à 666. Voilà. Et ce chiffre, il est très contesté. Non, on a le pire chiffre possible, les mecs. Comme par hasard, on a le chiffre du Dajjal. Comme par hasard, on a le chiffre du Shaitan. C'est pas une dinguerie comment notre pays est maudit. Notre pays est maudit, frère. Alors, faut savoir, les amis, que... Je ne sais pas si Manuel Bompard va le dire, parce que là, c'est la source de l'OCDE. Je ne sais pas si la part, par exemple, des seniors est plus importante en Allemagne qu'en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a du mal à embaucher des seniors. Je ne sais pas si Manuel Bompard va faire cette parenthèse-là ou pas. Bon, on attend quand même. Vous l'avez dit vous-même, il est renvoyé à l'ensemble de la population. Oui, mais pas à l'ensemble de la population. C'est un indicateur. C'est quand même deux choses très différentes. Mais non, mais justement. Il y a des biais qui sont des biais démographiques. Oui, mais reconnaissez-le au moins, s'il vous plaît. C'est l'intérêt de ce chiffre, c'est qu'il n'est pas lié à la population active. Ah, d'accord. Mais... On a un docteur en mathématiques versus un économiste, les mecs. Hein. Bon, libéral, parce que lui, on sait qu'il est libéral. Et donc, il ne veut rien dire. Si, laissez-moi juste l'expliquer. Oui, je vous écoute. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. On met en rapport une quantité de travail avec le nombre de personnes qu'il y a à faire vivre, qu'ils soient actifs ou pas. Et on voit bien qu'en France, le socle... Frérot, en Allemagne, ils font bosser les seniors. Être pro-Allemagne, c'est une dinguerie pour nos droits sociaux. Bah, en fait, Frigg, alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, parce que je ne suis pas vieux, et je ne sais pas ce que les vieux en pensent. C'est qu'en gros, le marché du travail, senior, c'est quoi? Je crois que senior, c'est genre 5 ans avant la retraite. Il y a une tranche d'âge en France qui n'arrive pas à trouver du travail. Et ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Donc, je ne sais pas, les amis, je n'ai pas parlé à la place des seniors. Je pense qu'ils veulent rentrer dans le marché du travail. Mais t'as des entreprises, t'as des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ne veulent pas les recruter, genre. Parce que, vas-y, ils nous font chier avec leur dos pété. Ils nous font chier avec leur ALD de merde. Ils nous font chier avec leur absence de fils de pute. Voilà, ça, c'est les droitards. Les droitards pensent comme ça. Donc, c'est pour ça qu'en France, on a du mal à recruter des seniors. Les seniors sont âgés, voilà, entre 55 et 64. Voilà, merci Scorpion. C'est pour ça. Donc, je sais pas comment fonctionne en Allemagne, comment ça fonctionne. Je pense quand même que t'as des seniors qui veulent travailler, les gars. Je vais pas parler à leur place, mais... voilà, quoi. Et il y a un mec qui le dit aussi sur le chat. Ça n'a rien à voir. Non, mais ça a quand même un lien, ce que je dis. Mais oui, quand tu es vieux et que tu es encore dans le marché du travail, bah, tu coûtes plus cher aussi à l'entreprise. Voilà, de par tes expériences, etc., l'entreprise doit te payer aussi à la hauteur de tes XP. Hein. Et oui, et oui.
de travail sur lequel on prélève les recettes pour financer la redistribution, il est plus étroit qu'ailleurs. Alors, monsieur Langlais, c'est intéressant votre remarque. Parce que, alors, si c'est ça le problème, alors le problème, il n'est pas le fait qu'une personne individuellement ne travaille pas suffisamment dans la semaine, dans l'année ou dans la vie. Où tu risques de leur coûter cher, ils se disent. Mais ouais, c'est ça. Je me rappelle des mecs à l'ancienne. Alors, je sais pas si c'était sous Gabriel Attal. Ils ont voulu mettre des amendes à des entreprises qui ne recrutent pas des seniors. Bon, frérot, ils vont le payer l'amende, hein. T'inquiète pas. Hein. Ils vont payer l'amende. Tu sais, c'est comme les villes qui ne construisent pas d'HLM. Ils ont des sanctions financières s'ils ne construisent pas d'HLM. Bah, croyez-moi qu'ils vont le payer. Hein. Ils vont payer l'amende. Bah, merci, mais non merci, quoi. D'accord avec vous. C'est le fait que, et sans doute, il faudrait faire en sorte qu'il y ait davantage de gens au travail. Et que les gens travaillent plus longtemps, que la carrière soit plus longue. Non, je ne le crois pas. Ça ne se joue pas sur la semaine, ni même sur le temps de travail. Mais même sur la vie, de mon point de vue. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte que des gens qui aujourd'hui soient sans emploi, sans travail, puissent effectivement avoir un emploi et un travail. Mais pardonnez-moi. La réponse qui est proposée aujourd'hui par M. Bayrou, qui consiste en fait à prendre individuellement les gens et à leur dire vous allez travailler 2 jours de plus dans l'année, ne répond pas de ce point de vue-là à cet objectif. Pas complètement en tout cas, c'est certain. C'est pour ça que je rejoins ce qui était implicite dans votre question. On est dans une mesure symbolique et on met un coup de stabilo pour dire la situation est vraiment grave. C'est quand même ça. La morale de cette soirée. On peut contester les mesures. Bon, d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas en adéquation avec tout, loin s'en faut. Mais c'est quand même la première fois qu'on a un chef de gouvernement qui fait un constat sans détour sur l'état des finances publiques. Quand Pierre Moscovici, tout à l'heure, il l'a fait avec ses prudences de premier président de la Cour des comptes, mais il dit en gros la sonorité de droite est plus forte que la sonorité de gauche. Est-ce que c'est votre sentiment ? Bah évidemment. D'abord, pardonnez-moi, mais le constat, c'est un constat erroné. Et en fait, ce qui m'inquiète depuis cet après-midi... Les chiffres, ils ne sont pas erronés, monsieur Bompard. On va y venir sur les chiffres, monsieur Langlais. C'est que tout le commentaire politique et médiatique, à quelques exceptions près, s'appuie sur un constat faussé, qui consisterait à dire si aujourd'hui on a une situation de déficit, c'est parce qu'en quelque sorte on dépense trop, alors que la vérité, et vous le savez comme moi, monsieur Langlais, c'est que si vous comparez par rapport à 2017, au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, globalement les dépenses publiques, en pourcentage du PIB, sont restées à peu près stables. Ce qui a baissé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les recettes. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. J'ai parlé de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux grandes entreprises. Et donc, ces recettes, elles ont très largement baissé. De tel point que si les recettes étaient restées au même niveau aujourd'hui en pourcentage du PIB que ce qu'elles étaient au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le déficit aujourd'hui en France, sans les mesures de M. Bayrou, il serait inférieur à 3% du PIB. Non, votre raisonnement est biaisé, pardonnez-moi. Ah non, pardon, il n'est pas biaisé, il est tout à fait exact. Parce que les recettes fiscales dépendent de 2 paramètres. Le niveau des impôts et la croissance économique. Or, bien sûr, il a baissé un peu les impôts quand il est arrivé. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais entre-temps, les recettes fiscales sont montées à 45% du PIB en 2022. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens ils parlent comme ça. T'as le sentiment quand même que tout va bien, genre. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le macronisme. Tu vois bien qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, genre, je sais pas. Réveille-toi. L'anglais, il a une maîtrise de lettres modernes. C'est pas un économiste. Arrête, tu te fous de ma gueule. François Langlais, tu te fous de ma gueule. Spécialisé en économie. C'est quoi ces diplômes à ce gars ? Spécialiste. Il obtient une maîtrise de lettres modernes et débute comme journaliste à l'agence de presse. Mensuel au quotidien économique Les Échos, quotidien économique La Tribune. Il a reçu un prix quand même, un prix du livre Économie 2016. Qu'est ? C'est qui ce clown ? Aujourd'hui, elles sont plus bas parce que la croissance n'est pas là. Non. C'est pas du tout parce qu'on a baissé les impôts. Non. On est au plus haut de toute l'histoire du pays et au plus haut du monde entier. Non, ce n'est pas. Pardonnez-moi, monsieur Langlais, mais moi, précisément, je vous fais des comparaisons. On va pas rentrer dans un débat trop technique, mais qui sont en proportion du PIB. Moi aussi. Donc j'annule l'effet de la croissance. Pardonnez-moi de vous dire. Bah si, puisque précisément en proportion du PIB, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir,
les recettes avaient un certain niveau et aujourd'hui elles ont baissé. Mais pour vous, c'est un idéal, un pays où le niveau des impôts ne cesse de grimper, un pays où le niveau des impôts est le plus élevé du monde? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que c'est notre pays aujourd'hui. Vous dites que le déficit aujourd'hui auquel on est confronté, il a été créé artificiellement par la baisse des recettes. Et donc si on veut répondre à cette situation, parce que personne ne peut se satisfaire d'un déficit de 6%, presque 6% du PIB, alors la réponse, elle doit tenir compte de ce diagnostic. Et tenir compte de ce diagnostic, ça veut dire vous dites, il faut augmenter le niveau de recettes. Non, je ne dis pas augmenter les impôts, je dis augmenter les prélèvements sur une partie de la population, une catégorie de la population qui quand même, monsieur Langlais, a très largement profité de la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je veux dire que les 500 plus riches de ce pays, ils ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Peut-être qu'ils peuvent contribuer un peu. Je n'ai pas d'action Macron, pas du tout. Faites ce que vous voulez d'ailleurs, si vous en avez. Pas grave, non, ce que je veux dire, c'est que je ne me mettrai pas dans la position du défenseur de la politique économique qui a été tenue. Je la juge très imprudente et je pense qu'elle nous a mis dans une situation très problématique, justement à cause de ce déficit et de l'accumulation de la dette qui aujourd'hui étrangle toute marge de manœuvre. Et il faut bien réagir à ça. Vous prenez les grandes masses, en réalité, quand vous voyez les dépenses de l'État, une très grande partie, c'est de la redistribution. La redistribution, ça va à qui? Aux Français. Écoutez, c'est par là qu'il faut commencer pour redessiner un peu le périmètre de notre État-providence. Écoutez, il a été conçu à une époque où il y avait un actif pour un cotisant. Aujourd'hui, tous les ratios sont détériorés. La croissance était à l'époque à 3, 4 ou 5%. Elle est aujourd'hui à moins de 1. On ne peut pas faire tomber l'argent du ciel. Parlons de cette Bon, au moins, il pose le constat que la politique de Macron était merdique. Au moins, il pose le constat. Un instant, parlons de ça. Est-ce que vous pensez sincèrement, y compris, mettons de côté les questions de justice fiscale, d'égalité, qui sont très importantes. Elles sont intéressantes. Mais mettons-les juste elles sont importantes. De côté. Monsieur Langlais, je regarde l'expérience que vous avez, y compris de l'observation de ce qui a été fait dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un budget comme ça, qu'un budget de compression de la dépense publique, de compression de l'investissement public, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va avoir un impact positif sur la croissance? La vérité, c'est que les mesures qui sont mises sur la table aujourd'hui par M. Bayrou, elles vont produire de la récession économique. Le budget de cette année, il a déjà diminué les prévisions de croissance par 2. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas vu. Et ce budget, il fera pareil. Pour une raison simple, après je vous laisse répondre pour que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est que quand vous vous attaquez, par exemple, parce que c'est ce qui est proposé par exemple, quand vous refusez de revaloriser les pensions de retraite, le RSA, les prestations sociales, etc. Mais à la fin, c'est des gens qui sont déjà dans de très lourdes difficultés, qui auront encore moins de moyens. Donc vous allez baisser la consommation populaire, donc vous allez baisser les recettes fiscales. Vous êtes en train de nous amener dans un cercle vicieux. Réponse là-dessus de François Langlais. Deux éléments. Le premier, c'est que vous aurez noté comme moi que depuis quelques années, alors que les transferts sont assez importants, l'argent part sur les livres d'épargne. 19% de l'argent est épargné. Et il part par ailleurs dans le déficit commercial, c'est-à-dire que la consommation s'adresse aux Chinois et aux Allemands. En clair, la dette publique française fait tourner les usines allemandes et chinoises. C'est un autre problème. Chapeau, formidable. Je suis très heureux qu'un libéral comme vous rejoigne les propositions, y compris de protectionnisme, que nous défendons depuis des années et des années. Je ne suis absolument pas libre-échangiste et je ne on aura au moins un point de convergence dans la discussion. Je vous l'apprends peut-être. Qui portera le fardeau? Quand on regarde les décisions, enfin le projet de François Bayrou concernant notamment les retraites, les pensions, les prestations non indexées, il considère que ça peut rapporter 7 milliards d'euros. Cette non-indexation sur l'inflation en 2026, selon vous, ça fait que le poids, le fardeau sera porté par qui? En l'occurrence, là, c'est l'ensemble de la population, quasiment. C'est-à-dire, c'est très... De façon large. Égalitaire? Non. Plus ou moins. Ça frappe davantage ceux qui payent l'impôt sur le revenu que ceux qui ne le payent pas, par définition. Mais ça va faire entrer dans le champ de l'impôt sur le revenu, probablement 200 000, 300 000 foyers, on ne sait pas très bien. Et par ailleurs, ça va augmenter la contribution de chacun de ceux qui le payent aujourd'hui. Ceux qui ne le payent pas, par définition, en sont protégés. Pour autant, s'ils ont des allocations, ils vont être pénalisés à la hauteur de 1%. C'est 1% la valeur de l'inflation. Donc le manque à gagner sera de 1%. On ne peut pas dire que c'est nul. On ne peut pas dire non plus que ça soit insupportable. Alors, monsieur Langlais, en fait, on a déjà la réponse à cette question. Qui va payer le prix de ce que M. Bayrou appelle l'année blanche, que moi personnellement j'appelle plutôt l'année noire ou l'année rouge. L'Institut des politiques publiques a fait une étude très claire sur les impacts de cette mesure. Les réponses sont très claires. Les 10% les plus pauvres vont payer 2 fois plus en termes d'impact sur leur pouvoir d'achat que les 10% les plus riches. Je veux dire, c'est incontestable. Vous pouvez consulter cette étude de l'Institut des politiques publiques. Vous dites c'est pas très grave, c'est peu, etc. Quand même, pour que les gens qui nous écoutent l'entendent. Pour une personne
What? Le président du MEDEF. C'est un budget lucide, équilibré et courageux. Putain, quel chien. Le patron des patrons, les mecs. Hein. Patrick Martin. Non, c'est vraiment une merde. Comment il peut dire ça à la télé, putain? Qui est au RSA, par exemple. C'est une baisse d'à peu près 100 € sur l'année. Ah, la serpillière, on parle de gens dont 75% d'entre eux vivent déjà sous le seuil de pauvreté. En moyenne, pour les retraités, ça va perdre à peu près 350 € sur l'année. Donc vous pouvez dire c'est peu, mais quand vous êtes sous le seuil de pauvreté, que vous êtes au RSA, que vous avez déjà des ressources petites et qu'on vous dit que vous allez avoir 100 € de moins sur l'année, pardonnez-moi, mais personnellement, je trouve pas que ça soit peu. D'autant plus, ça ne vous a pas échappé que la semaine dernière, on a quand même appris que la France avait atteint un record historique du nombre de personnes pauvres dans ce pays. Donc réduire les rémunérations des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, je ne crois pas que ça aille dans la bonne direction si notre objectif, je pense qu'il est partagé, c'est de lutter contre la grande pauvreté. François Langlais. On ne peut pas continuer à avoir 200 milliards de déficit par an, c'est pas possible. Alors vous dites d'autres propositions. Non mais vous dites on va imposer. Mais si vous imposez la France à hauteur de 200 milliards, vous allez tuer la bête. Non. Et finalement, les plus pauvres dont vous vous faites le défenseur, ils en seront les victimes aussi. Soyez pas de mauvaise foi. Mais attendez. La proposition de M. Bayrou, elle n'est pas à hauteur de 200 milliards, vous en êtes d'accord? Non, mais je parle de vos propositions. Alors moi je vais vous mettre mes propositions. 180 mais attendez, moi je vais vous parler de mes propositions, mais si vous voulez bien... clair, Emmanuel Bompard, ça veut dire que dans votre optique, il faudrait augmenter certains impôts et non pas avoir cette tactique ici. Et évidemment, mais je vais vous dire lesquels, qu'on soit très précis. Je vais être très précis. On cherche 40 milliards apparemment. C'est ce que M. Bayrou met sur la table. On écoute les mecs. Deux mesures. Pas 40, deux. La première, ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire le fait que les personnes les plus riches, en tout cas les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, payent au moins 2% en impôts à hauteur, en pourcentage de leur patrimoine. Bon, ça, c'est une mesure qui touche 1800 personnes et qui permet de rentrer entre 15 et 20 milliards d'euros dans les recettes de l'État. Alors là-dessus d'abord, qu'est-ce que ça causerait, qu'est-ce que ça créerait selon vous, François Langlais? Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Nous ne vivons pas dans une île. Donc, si vous faites ça, mécaniquement, et on l'observe en ce moment même, in vivo au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a supprimé un régime fiscal qui était très avantageux pour les personnes fortunées. C'est ce qu'on appelait le non-dom. Mais ces gens-là partent par dizaines, par centaines, par milliers. Ils vont s'installer notamment en Italie, qui a un régime fiscal très intéressant pour les personnes riches. Donc on peut dire, on voudrait vivre dans le monde tel qu'il est, que tout le monde soit égal, etc. Je vis dans le monde tel qu'il est, moi, mais c'est qu'il y a quand même un rapport de force. Vous ne pouvez pas attendre que les gens... Mais ça veut dire qu'on fait quoi? On fait rien du coup? On va les laisser s'engraisser, on va jamais attaquer la bête. On va jamais attaquer la bête, genre. On les rattrape. Mais oui, mais moi je comprends pas. Le gars, il pose le constat que l'idée de Manuel Bompard est pas bonne parce qu'ils vont s'exiler. Et du coup, on fait quoi? On fait rien, genre. Donc là, les riches sont déjà partis. Mais je sais même pas s'ils sont partis. Mais là, je sais pas s'ils parlent fiscalement, les mecs. Parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, hein. Je sais pas s'il va le dire à la télé. Mais n'oublions pas que Mélenchon, d'après il l'avait dit en expression, qui veut aussi faire une taxe, enfin un impôt universel un peu comme les États-Unis. Partout où tu vas, partout où tu loges, tu vas toujours payer ton impôt, ce que tu dois à la France. Il a dit, même jusqu'en enfer, vous allez payer vos impôts. Jusqu'en enfer, vous allez payer ça. Pas tort, hein. Il a pas tort. L'exit tax, ça s'appelle comme ça. Ok, merci mon gars. Merci. L'exit tax. Merci. Bah tu vois, les États-Unis ont mis ça en place. Bah la France, en tout cas, Mélenchon veut le mettre aussi en place, pourquoi pas? Ils ne partiront pas, ils gagnent 6% des bénéfices rien que sur ce que leur apporte leur patrimoine. Donc ils gagneront toujours 4%. De plus, les super riches ne paient quasiment rien en impôts sur leur fortune. Bah oui. En plus, il a cité le chiffre de 1600 personnes. C'est pas beaucoup, hein. Alors que faut savoir que la France, les mecs, la France est un des pays où il y a le plus de millionnaires au monde. En tout cas, en augmentation. Hein. On a encore plus de millionnaires qu'aux États-Unis. Non, je crois que les États-Unis ont quand même plus. On n'a jamais eu autant de millionnaires en France. C'est trop une folie, mon gars. Et comme par hasard, ce chiffre tombe au moment où il y a toute la politique de Macron qui a débuté en 2017. Est-ce que vous vous rendez compte, les mecs? Je parle de hausse de millionnaires. Hein. Je parle pas du nombre total de millionnaires. Je parle de l'augmentation de millionnaires à l'année. Je parle juste de ça, les gars. C'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bizarre, hein? Pendant Macron, hein? Bizarre. Reste sous le marteau fiscal que vous avez concocté pour eux. Ils ne vont pas attendre gentiment de se faire écraser. Franchement. Je peux le regretter, vous pouvez le regretter. Se faire écraser, frérot, 2%. Avec ta tête de poisson, là, 2%. Tu crois que ça va les écraser, 2% de leur patrimoine?
réalité. Deux éléments. Moi, je vais dans la réalité comme vous. 2 éléments. La rentabilité du patrimoine des personnes dont on est en train de parler. Et vous déplacez. Attendez. La discussion, moi, je vous parle de la faisabilité. Je vais vous en parler. Mais d'abord, quand même, la rentabilité du patrimoine des personnes dont on est en train de parler, elle est entre 5 et 6% chaque année. C'est-à-dire que même si vous les imposez à 2%, ils vont quand même gagner de l'argent. Leur patrimoine va continuer à grossir, premièrement. Deuxièmement, là, je suis un peu surpris. Vous n'avez pas regardé le dispositif que nous proposons avec sérieux. Parce que dans ce dispositif, nous proposons pendant 5 ans le fait que même si une personne part dans un autre pays, elle devra continuer de s'acquitter de son impôt en France. C'est ce que font les Américains, par exemple. Vous paierez à ce moment-là d'une autre façon. Les gens ne viendront plus s'installer en France. Mais non, mais si. Ils sont en France, mais ils sont libres. Ça vous embête, mais les gens sont libres. Non, ça m'embête pas. Mais je pense que les gens, ils peuvent être un peu patriotes. Quand on a construit son patrimoine, on l'a construit grâce aux services publics en France, grâce aux formations en France. C'est normal qu'on contribue. Cela étant, par parenthèse, les Américains ont des moyens de coercition mondiaux qui ne sont pas ceux de la France. Ça, c'est un fait. Attendez, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, comme c'est dans cette proposition, de dire que si une personne part, pendant 5 ans, elle va continuer de s'acquitter de l'impôt qu'elle doit à la France. Enfin, quand même. Vous pouvez pas créer une force d'attrition sur la création d'entreprises. C'est évident. Mais regardez, par exemple, parlons d'un exemple concret. C'est des gens qui ne sont pas patriotes. Monsieur Mensch, vous ne pouvez pas les défendre. Non, mais je constate les choses. C'est pas un jugement moral. Vous ne pas, vous donnez un point de vue. Non, c'est pas un jugement moral. Moi, je vous ai proposé des réponses. J'observe le rapport de force. Regardez les fondateurs de Mistral. C'est la petite française, etc., qui sont riches, je ne sais pas, milliards, je ne sais pas très bien, peu importe. En tout cas, ça se libelle en dizaines de zéros derrière. Vous allez arriver au pouvoir, ou en tout cas, si on suivait vos préconisations, on va dire, Monsieur Mistral, payez-moi 100 millions par an. Non. Mais les gars, ils n'ont même pas cet argent. Ce n'est pas vrai. Mais ils ne l'ont même pas parce que l'entreprise est en construction et que les revenus qu'elle génère, ils sont largement hypothétiques. Donc, Monsieur Mistral partira s'installer en Suisse. Monsieur Langlais. En Italie ou aux États-Unis. Là, excusez-moi, pardon, mais si vous me trouvez la personne qui a un patrimoine de plus de 100 millions d'euros et qui n'est pas capable de s'acquitter d'un impôt de 2%, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, monsieur Zuckman, qui a porté cette taxe, a déjà répondu à cet argument et il a fait la démonstration que c'était faux. Je vous invite à consulter sa réponse. Vous me demandiez mes mesures. La deuxième, la seconde mesure dont vous parlez. La seconde, là, c'est juste pour illustrer la discussion. C'est une recette fiscale qui est entre 20 et 25 000. Mais mon père, arrête d'être gentil, arrache-lui la gorge. Il reste sympa quand même, hein. J'avoue qu'il aurait pu être un peu plus incisif, mais putain, j'avoue qu'il est très gentil quand même, hein. Il est très très sympa. D'euros. D'ailleurs, ce sont les 2 mesures, des mesures que nous avons réussi à faire voter l'année dernière à l'Assemblée nationale. Si on était un peu dans une démocratie, quand on vote des mesures. C'est ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises. C'est-à-dire que quand une multinationale aujourd'hui produit a un chiffre d'affaires conséquent en France, mais qu'on se rend compte que le bénéfice qu'elle déclare en France ne correspond pas au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en France. C'est-à-dire, entre vous et moi, qu'elle a des dispositifs d'évasion et d'optimisation fiscale. Bon, de faire en sorte qu'on puisse demander à ces entreprises de s'acquitter de l'impôt au regard du chiffre d'affaires et non pas au regard du bénéfice qu'elles ont déclaré en France. C'est entre 20 et 25 milliards d'euros et c'est pas pour leur faire payer plus d'impôts, c'est juste pour demander à ce qu'elles payent là-dessus parce qu'on va revenir aux positions de Bayrou. Mais vous vouliez mes mesures, ça fait 40. Voilà. Réponse là-dessus de François Langlais. Non mais comme moi, vous écoutez les informations, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux, vous avez vu qu'il y a 8 jours, Donald Trump, président des États-Unis, a remis en cause un accord mondial avec un impôt minimal à 15% pour l'impôt sur les bénéfices. C'est le monde tel qu'il est. C'est bien la preuve qu'il faut agir unilatéralement. C'est le monde tel qu'il est. C'est que vous ne pouvez pas... Vous venez de vous tirer une balle dans le pied dans le débat, monsieur Langlais. Vous ne pouvez pas agir unilatéralement. Et justement, l'OCDE était parvenu à un accord de la communauté mondiale cimenté par l'accord de Joe Biden qui a volé en éclats. C'est la réalité des choses. Précisément. Après, parce vous que pouvez Donald dire, Trump venez chez moi. Mais pour lui, il est marrant quand même ce Langlais, hein, parce que pour lui, la réalité, c'est que c'est l'ogre qui gagne et nous, on est petits, on n'a pas notre mot à dire. Mais frérot, on a des leviers, genre on peut faire des choses, on peut s'activer, on peut faire bouger. On va pas devenir le vassal des États-Unis. On va pas s'écraser à chaque fois, genre. Il est bizarre, c'est le monde tel qu'il est. Oui, ben fils de pute, on va essayer de le contrecarrer ce plan, genre. Le plan de Trump. C'est un malade, lui. Attends, RT Dof, là, qu'est-ce qu'il y a? La France n'a pas le pouvoir de mettre en place l'impôt universel, c'est trop bien, GG à eux, ces enculés. Alors que le frérot live sur Twitch enrichit Amazon, aka Jeff Bezos, ah là là, la gauche. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas.
Aïe, 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 aïe. Franchement, les gars, quand vous venez sur mes streams pour faire ça, ça sert tellement à rien, genre. C'est même pas du rage bait, les gars. Hein. Je crois que c'est même pas du rage bait. Il dit ça premier degré, genre. Quel est l'intérêt de... C'est quoi ces précédents messages? Ils se sont tous cassés aux US. Aux UK, pardon. Quelque chose que je comprends pas, si la gauche trouve scandaleux que les actionnaires du CAC 40 aient doublé leur fortune en 5 ans, pourquoi ne propose-t-elle pas d'investir une partie des retraites dans le CAC 40 pour en faire un... On parle de quoi? Du truc des retraites, là, le régime de répartition, il veut changer ça. Mon père, il a pas fait l'ENA à ce que je sache. Oh là là, du coup, voilà, encore une fois, c'est un idiot, hein. Pour faire de la politique, il faut forcément passer par des grandes écoles, genre l'ENA. Voilà, vous voyez, les gars... je sais pas quoi dire, hein. C'est sa chaîne YouTube. Allons voir sa chaîne YouTube, les mecs. Allons voir. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous propose? Waouh, ça c'est de la chaîne YouTube, hein. Fuck your mother, bitch. Aïe. Ça c'est de la chaîne YouTube, mon gars. God damn. Oh my god. Sa dernière vidéo, c'est 8 ans. Pokémon Go dans GTA 5. Tuto facile, première pro. En plus, c'est un tricheur. Jouer à des jeux PC avec un casque VR. Troll sur Gmod. Le générique de fou. Faut applaudir, les gars. Voilà, faut juste applaudir. Moi, oui, donc monsieur, attendez, j'ai des expressions de ouf. Vous voyez? Alors, arrête, s'il te plaît, Mathéo, arrête. Adéo, si je te fais des blagues de ouf, écoute. Aïe, je sais pas. Ouais, je sais pas, les mecs. Putain. Donc, ce mec-là soutient les riches. C'est son moment de gloire, les mecs. On lui a fait de la promotion. Tu peux reprendre ta chaîne YouTube si tu veux, hein. Peut-être que mon chat va regarder ta chaîne YouTube. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Ils en ont peut-être rien à foutre. Je vous matraque et vous serez très heureux. Je ne suis pas en train de parler lui, il a des pas fait l'ENA, en tout cas, vous ça êtes c'est en sûr. train de défendre l'idée qu'une entreprise qui réalise une partie significative de son chiffre d'affaires en France, vous trouvez ça normal qu'elle aille déclarer ses bénéfices ailleurs, qu'elle utilise des méthodes qui sont des méthodes de contournement de la loi? Mais à n'importe quel Français, vous ne direz pas ça, monsieur Langlais. Punir les détournements de la loi. Il faut les punir. Et donc, il faut faire évoluer la loi. C'est pas la même chose que de changer un régime fiscal pour se mettre complètement en marge de la communauté. Mais le débat, les gars, le débat, il part sur un 2% taxé, genre, c'est pas un truc de fou. On va imposer le patrimoine de 1600 personnes. On n'a pas parlé des autres millionnaires qui se comptent par des dizaines de milliers, ou je crois qu'il y en a 50 000 en France, mais j'ai plus le chiffre exact. Juste 1600 personnes taxées à 2%, sachant qu'avec leur patrimoine qui vont générer 4%, ils vont quand même s'enrichir. L'anglais nous dit non, mauvaise idée, non. Ah, vas-y, frère. C'est vraiment le débat entre un insoumis et un soumis. Mais ouais, il est soumis au capitalisme. Pour lui, il ne faut pas toucher à l'ogre américain. Il ne faut pas toucher au totem des millionnaires qui nous rapportent de l'argent, soi-disant, alors qu'ils n'ont jamais passé un coup de balai de leur vie. Ouah, c'est vraiment le soumis de la société, ce mec, hein. Putain. Non, c'est pas changer la règle fiscale, c'est de donner les moyens que les gens, les entreprises en l'occurrence, payent l'impôt qu'elles doivent payer en France. Revenons ça fait 40 milliards, aux propositions de François Bayrou. J'ai compris, mais juste dire quand même, parce que j'ai présenté mes propositions et il y a celle de M. Bayrou. Pardon, mais moi, l'avantage de mes propositions, c'est qu'elles ne mettent pas à contribution le peuple, qu'elles ne créent pas plus de souffrance, qu'elles ne créent pas plus de pauvreté. Peut-être qu'elle va embêter les 1800 personnes qui ont un patrimoine. Peut-être qu'elle va ralentir aussi les créations d'entreprises, peut-être qu'elle va faire partir d'autres entreprises, peut-être qu'elle va dissuader les entrepreneurs. Mais des faillites d'entreprises, il y en a déjà maintenant, frère. Il n'y a pas les mesures de la gauche qui a déjà des déficits d'entreprises. Mais il est con, quoi, lui? Ils n'ont jamais atteint un record aussi important que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Voilà, il a dit, François Langlais, encore un mot là-dessus. Pardon, excusez-moi. Je pense que une politique comme celle-là, elle a un coût qui n'est pas apparent au début, mais qui, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est votre point de vue. Un mécanisme, mais on l'a expérimenté. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, en France. Il va réussir à rendre fou d'Ofla, GG la perf, mais c'est n'importe quoi, les gars. Et moi, je veux bien, les gars. Dans mon chat, je sais qu'il n'y a pas des pros LFI dans mon chat. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de tabou avec ça. Mais regardez le constat. Il y a déjà des défaillances d'entreprise alors que la gauche n'est même pas au pouvoir. C'est quoi, du coup?
On a eu un déficit de croissance à cause de ça, de la complexité des impôts. Franchement, la taxe Zuckman, elle est soutenue par. Il y a eu une tribune soutenue hier, la semaine dernière, par quasiment 15 prix Nobel d'économie. Donc moi, je veux bien que vous savez mieux qu'eux, mais peut-être qu'ils disent pas non plus n'importe quoi. Monsieur Bompard et Monsieur Langlais, revenons aux propositions de François Bayrou concernant cette fois les fonctionnaires, parce qu'il s'est passé là quelque chose où, en tout cas, il y a une clarté de la proposition, approuvée ou désapprouvée. François Bayrou dit non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 mois de la retraite. 3000 postes supprimés. On l'entendait tout à l'heure avec Pierre Moscovici. Il y a un peu d'incertitude sur ce que ça représente. Parce que c'est combien de milliers de fonctionnaires. Il y a actuellement 5,8 millions d'agents de la fonction publique en France. Ça veut dire à peu près 20% de l'emploi total. Le Premier ministre parle de ne pas renouveler un fonctionnaire sur 3 qui partirait à la retraite. D'abord sur le message que ça donne là encore, et ensuite on viendra sur l'effet réel, sur le message que ça donne. Écoutez, c'est une mesure qui me paraît pas très opportune, parce que on peut s'interroger sur le périmètre de l'État et dire ça n'appartient plus à l'État, il faut privatiser, l'État n'a rien à faire là, et à ce moment-là faire évoluer. Il a dit que c'est pas un libéral, hein. Il veut désengager l'État, mais il nous dit que c'est pas un libéral, mais bref. Le statut des agents, évidemment. Pour autant, décider sur un trait de plume que le nombre de suppressions d'emplois et de temps, le nombre m'étonne d'ailleurs, parce qu'il y a 45 000 départs à la retraite chaque année dans la fonction publique d'État. Alors si c'est le cas, ça voudrait dire 15 000... Ça voudrait dire 15 000... Putain, mais comment il a autant de connaissances? Alors les gars, je parle de connaissances dans les termes économiques. Comment il a autant de connaissances techniques comme ça, alors que c'est juste un mec qui a une maîtrise de littérature ou lettres ou je ne sais pas quoi? Il en connaît des détails quand même, les gars, hein. Putain. C'est en moins chaque année. Donc il y a une petite incertitude, ambiguïté sur ce nombre qui me paraît curieux, qui en tout état de cause est symbolique, et qui, je pense, ne prend pas le problème dans le bon sens. Ah pardon, si c'est 15 000 chaque année, c'est pas que symbolique. Non, mais enfin... Quand on entend combien les politiques sont prudents au sujet d'habitude, il se passe quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas le problème dans le bon sens. Il faut s'intéresser au fonctionnement de l'État, à son efficacité, à son rapport qualité-prix. Il coûte cher, il doit coûter cher. Je veux dire, il fait des choses très importantes. Il assure la sécurité, l'enseignement, etc. Mais il doit le faire de la façon la plus efficace possible. Et ça n'est pas en diminuant le nombre d'emplois avant même d'avoir travaillé sur la structure et l'organisation qu'on y parviendra. Écoutez, c'est le retour aux années Sarkozy, ça a existé, ça s'appelait la revue générale des politiques publiques, c'était une personne sur 2 qui part à la retraite, un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite n'est pas remplacé. Ça s'est traduit pendant le mandat de M. Sarkozy par à peu près 70 000 postes d'enseignants en moins et par à peu près 10 000 postes de policiers en moins. Et tout le monde a plutôt considéré que ça avait été un fiasco, puisque quand il y a eu un changement de majorité, on est revenu en arrière sur cette mesure. Moi, vous savez, à un moment, il n'y a pas juste les chiffres, après c'est des réalités concrètes. Donc il va falloir me présenter la famille qui considère que finalement il y a trop de fonctionnaires, donc c'est pas grave si dans l'école de ses enfants il n'y aura pas d'enseignants l'année prochaine. Oui. Il va falloir me présenter la personne. Et d'ailleurs les gars, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas, ça manque de personnel éducatif. Ça va encore plus dégrader la situation de l'école publique, quoi. Une âgée, par exemple, qui a besoin d'avoir accès aux soins et qui sera très contente si la prochaine fois, il n'y aura pas d'infirmier ou d'infirmière pour pouvoir prodiguer les soins. Parce que très concrètement, derrière les chiffres, on parle de réalité humaine. Vous voyez, on parle de gens qui exercent une fonction, une mission de service public. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que nos services publics sont déjà... Il n'y a même plus d'inspecteur pour passer le permis de conduire. Tu dois attendre 6 mois. 6 mois pour passer le permis. God damn. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Ah ouais. Ça n'empêche, le mec que j'ai attrapé sa veste sur YouTube, là, il écrivait depuis tout à l'heure, hein, il a fait que d'écrire des messages, et depuis que j'ai affiché sa chaîne YouTube de merde, il a pas mis un message sur le chat. Il est pas ban, hein, il est même pas ban. Il a pas mis un message, il a disparu. Non, je suis vraiment méchant. Des fois, je suis méchant, les mecs. En vrai, je suis méchant. Merci Ignitor pour le sub, merci mon gars. Je suis trop cruel des fois. Très largement sous-doté, qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, que le service rendu malheureusement parfois s'en ressent, y compris du point de vue des usagers. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à ne pas faire, c'est bien ça, précisément parfois pour que les Français aient le droit d'avoir accès à des services publics de qualité. Mais je vous rejoindrai assez là-dessus, je pense que... alors, je vais en tirer des conclusions qui ne vont pas vous plaire, mais je pense que, de fait, la redistribution en France a dévoré l'État régalien et son fonctionnement et ses moyens. C'est-à-dire qu'à force de créer des allocations pour tout, les passes culture, les aides au reprisage de chaussettes, à la réparation de postes de télévision, eh bien effectivement, les services publics n'ont plus de moyens. Mais non, j'exagère pas. Regardez la part de la redistribution
elle n'a jamais été aussi importante. Alors, il y a bien sûr les retraites qui comptent là-dedans, la démographie, mais pas... Putain, le pass culture, les mecs. Est-ce qu'il y a des personnes de mon chat qui ont joui du pass culture? Je me rappelle à l'ancienne, quand c'était sorti, alors il me semble que le pass culture a été supprimé parce que ça coûte un pognon de dingue à l'État. Mais putain, c'était bien pour relancer un petit peu la croissance, hein. J'ai vu des mecs... alors, je ne sais pas si c'est chiffré correctement, parce que je crois que ça n'a pas forcément relancé la croissance, mais peu importe. Mais de voir plein de jeunes avec des tomes Naruto, One Piece, c'était trop lourd. Bon, moi, je suis trop vieux, les mecs, hein. Moi, j'avais pas de passe culture, hein. Moi, j'allais me faire enculer, hein. Mais franchement, j'ai vu des tonnes de mecs avec des livres, en veux-tu, en voilà. Incroyable. Ah, ils l'ont pas supprimé, ils l'ont diminué. Ils ont diminué la part du... Ah, ok. Ok. J'ai eu 300 balles de passe culture. Putain, la chatte. Aïe, la chatte quand même. C'est 100 €, je crois, maintenant. Ok. Encore une fois, c'est de la consommation populaire. Mais oui, mais moi, je trouve ça bien, des fois, de relancer aussi cette consommation-là, l'activité économique par la consommation. Genre, bon, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça fait un peu capitaliste, mais ça reste de la culture. Le fait d'acheter des livres pour emmagasiner de la culture, de la littérature, des mots, etc., du savoir, par la lecture, je trouve ça lourd. C'est quoi ce son? Vous venez voir un mec qui s'est fait raid. Gameplay exécrable. Ah, c'est Fukano qui s'est fait... genre Fukano, mon gars. Pardon, excusez-moi. Bah oui, les autres, ils gardent dans leur poche pour capitaliser les sacs. Je te jure, frère. Enfin, bref. T'as oublié fort. Mais j'ai pas fini. La vidéo n'est pas terminée, mon gars. On peut finir la vidéo et ensuite Olivier Faure, mec. Tranquille. Après, c'est Naruto. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est Naruto quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une mauvaise lecture, Naruto? Alors qu'il y a littéralement des universités qui ont étudié Naruto? C'est de la littérature japonaise, mon gars, tu vas respecter Naruto, hein? Le pouvoir de l'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Le pouvoir héréditaire, qu'est-ce que c'est que le sens de la famille? Oh! C'était quoi la guerre à l'époque? Il y a des références culturelles dans Naruto, t'es con quoi? Toi, t'es fou, toi? Les gros seins de Tsunade avec plein de... Non, je rigole. Seulement, on est à 35 ou 36% du PIB. Eh bien, aujourd'hui, avec la structure de financement que nous avons de l'État, ça ne fonctionne pas sans un déficit de 200 milliards. C'est ça, moi, qui me préoccupe. Monsieur Langlais. Alors, en fait, si on taxait comme une brute, j'ai bien compris vos prix Nobel, etc. Je ne sais pas d'ailleurs où ils ont eu leur Nobel, parce que... là, monsieur Langlais, vous êtes un petit peu arrogant, si je peux me permettre. Non, parce que pas du tout. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, je ferai... Attends, il a dit quoi, là? Attends, je vais rêver, là. Avec la structure de financement que nous avons de l'État, ça ne fonctionne pas sans un déficit de 200 milliards. C'est ça, moi, qui me préoccupe. Monsieur Langlais. Alors, en fait, si on taxait comme une brute, j'ai bien compris vos prix Nobel, etc. Je ne sais pas d'ailleurs où ils ont eu leur Nobel, parce que... là, monsieur Langlais... Ouah, c'est un ouf quand même, hein. C'est un ouf. Putain, je sais plus c'est quoi son nom, mais le nom du dernier prix Nobel d'économie, il avait parlé de taxer, de taxer les riches, quoi, pour essayer de dégager un petit peu plus de marge de manœuvre pour l'État. Mais le mec, il dénigre des Nobel, mais fils de pute, t'as un diplôme de lettres, je vais péter un câble. Il a un diplôme de lettres, pitié, genre. Pitié. Vous êtes un petit peu arrogant, si je peux me permettre. Non, parce que pas du tout. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, je ferai plus conscience à un praticien de l'économie, des chefs d'entreprise, qui justement se déterminent par rapport aux perspectives qu'ils offrent pour à la fois leur travail et leur entreprise, qu'à quelqu'un qui analyse les choses en termes macroéconomiques. De toute façon, les Nobel, il y en a dans tous les camps, soyons honnêtes. D'accord, mais comme les juristes. Vous ne pouvez pas avoir un revers de la main, c'est pour ça que je répondais ça à monsieur Langlais. Vous me l'avez envoyé d'un revers de la main en disant lisez les analyses du Nobel. C'était juste que vous d'un revers de main. Ah mais putain, mais il y a plein de Nobel, frère. Tu parles de Joseph ou tu parles d'un autre mec? Pas marché, personne n'est d'accord avec. Je me permets de dire qu'il y a un certain nombre de références qui pensent quand même sur la gravité du constat. Écoutez le Premier ministre quand il fait une comparaison qui a fait lever l'oreille. D'ailleurs, volontairement, il l'a amené au début de son intervention quand il a comparé avec la Grèce. Et tout le monde se rappelle la gravité de la situation en Grèce, la tragédie qu'ont vécu les Grecs. Et ils commencent à s'en relever, mais enfin, ils reviennent de très très loin. Écoutez la comparaison que faisait François Bayrou. Le peuple grec, l'État grec, ont dû consentir des sacrifices immenses. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité.
Voilà, et soulignons bien, le Premier ministre dit c'est justement pour éviter le scénario grec qu'il faut toutes les mesures dont il parlait. Est-ce que vous prenez ou non la comparaison ? Écoutez, l'ordre de grandeur n'est pas le même, mais il faudrait comparer justement les chronologies. On a probablement quelques années de retard par rapport à la Grèce et à l'évolution de la détérioration incroyable des finances publiques qu'est la Sur l'urgence, sur le degré de... Bonsoir Dofla, juste pour savoir, tu avais dit que le film il était à 21h, mais c'est sur quel fuseau horaire? Désolé les gars, il y a plus important les mecs, c'est stimulant, putain, je passe une bonne soirée avec vous en plus. J'aime trop échanger avec vous, putain, je vous aime trop, merde quoi. Urgence. Le film ce sera plus tard. On approche du point de non-retour, ça c'est sûr, celui qu'on appelle le point de l'emballement. C'est-à-dire le point à partir duquel les intérêts de la dette finissent par dévorer toutes vos marges de manœuvre. Et là, pour le coup, François Bayrou a raison quand il dit on ne baisse pas en valeur réelle les indemnités, les allocations, les pensions. Film, je pense. Mais si vous laissez se détériorer les finances publiques, il y a un moment où vous êtes obligé de faire ça. Bon, d'abord, le constat alarmant que vous décrivez, je ne m'y retrouve pas du tout. Est-ce que vous savez, monsieur Langlais, qu'en 2030, en France, la charge de la dette publique sera inférieure à ce qu'elle était en 2000 ? Non, mais bon, donc d'où ça sort ça mais c'est complètement faux. Mais non, c'est pas complètement faux. D'où ça sort, c'est un prix Nobel. Mais monsieur Langlais, vous devriez pas jouer sur ce sujet parce que vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'à l'issue de cette émission, je publierai mes sources. Mais non, mais sur les réseaux sociaux et vous publierez les votes parce que sinon c'est un peu facile, vous voyez. Mais attendez, voilà ce que je suis en 2000 la dette était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. En pourcentage du PIB, en pourcentage de la richesse qu'on produit chaque année, je vous dis que la charge de la dette, y compris en 2030, sera plus faible que ce qu'elle était, y compris dans les années. Tout dépend du scénario que vous prenez. Aujourd'hui, elle ne cesse de monter. Tel que c'est prévu aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, monsieur Langlais. La situation en Grèce, moi je veux bien qu'on fasse des comparaisons, mais le déficit en Grèce au moment où ont été mis en place les plans d'austérité était de 15%. D'accord ? Donc à un moment, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la recette qui est aujourd'hui choisie par M. Bayrou est une recette assez proche de celle qu'on a eue en Grèce, où ça s'est traduit par une hausse de la TVA, une baisse du SMIC, etc. Mais quel a été le résultat économique des mesures d'austérité en Grèce ? Les mesures d'austérité en Grèce, elles se sont traduites par le fait qu'un quart du PIB s'est évaporé. Vous me parliez tout à l'heure d'impact sur la croissance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que l'austérité budgétaire, elle produit de la récession économique. Et comme elle produit de la récession économique, elle se traduit par moins de recettes fiscales. Et comme elle se traduit par moins de recettes fiscales, il faut encore plus d'austérité budgétaire. Donc, pardon, mais si le modèle de M. Bayrou, c'est la Grèce, précisément les recettes qu'il propose, il ne devrait vraiment pas appliquer celles qui ont été appliquées à la Grèce. Vous ne pouvez pas dire si, je le dis. La charge de la dette de 2000, etc. Si, je le dis. Non, on a aujourd'hui 114% du PIB de la dette. C'est moins que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais en 2000, on avait combien ? 2 fois moins. Non, 2 fois moins. Ce n'est pas vrai. Mais si. Mais ce n'est pas vrai. En pourcentage du PIB, évidemment. Mais en pourcentage du PIB, nous avions 2 fois moins. On fera la comparaison si vous voulez. On la fera. Est-ce que oui ou non, le pourcentage... Le niveau des taux d'intérêt peut jouer et faire que momentanément, dans une année passée... Oui, mais la base... Pourquoi momentanément ? Non, mais parce que les taux d'intérêt... C'est quoi le PIB ? Tu sais quoi ? Attends, je vais vérifier la source. Fais-moi une liste du PIB de la France entre 2000, il a dit 2000 et 2024. Faut toujours aller vérifier par nous-mêmes, hein, bordel de merde, vérifions. C'était quoi le truc déjà ? On avait combien ? 2 fois moins. Il a dit 2 fois moins. Il a raison. Le crâne d'œuf, il a raison, là. Mais c'est quoi la source ? Source. Le CEO World Magazine. Ah non, données de l'INSEE et de la Banque mondiale. C'est pas le PIB d'Ofla, c'est la dette par PIB. Ok. La dette par PIB. Je mets ça comme ça, hein. Je mets le commentaire, je fais un copier-coller, hein. J'aurai toujours les sources de ChatGPT parce qu'on sait jamais, hein. Bah, 2000, c'était 58% de la dette publique. 2024, c'est 113. Donc le chiffre 113, oui. Bah, du coup... Ah, attends, Bompard, il a toute sa réponse. Attends. Bompard. Putain, c'est quoi la réponse? Ah, chose promise, chose due. Ah putain, il a vraiment fait le tweet.
La charge d'intérêt de la dette. La charge d'intérêt de la dette. T'as vraiment les mathématiques, frérot. Pas doublé. Ça a doublé. Les gars, vous comprenez le tableau ou pas? Là, faut m'aider, hein, parce que les mathématiques et moi, ça fait 2 le chat, hein. Après, c'est un maths, il est un... Mais oui, c'est un matheux, mais c'est pour ça que je suis perdu. Moi, les chiffres comme ça, c'est... Là, c'est le citoyen français qui te parle, hein. Le mec un peu au baccalauréat, bah, c'est compliqué, quoi. Oui, il est en maths, mais Manu, il a un bac +9, je lui fais confiance. Mais frérot, je vais faire confiance à un matheux qu'à un économiste. C'est un littéraire, hein, le François Langlais, hein. C'est un littéraire, le gars, genre. Littéralement, on parle à un littéraire. Il y a marqué éditorialiste économique, mais c'est un littéraire, genre. 2 fois moins. Ce n'est pas vrai. Mais si. Mais ce n'est pas vrai. En pourcentage du PIB, évidemment. Mais en pourcentage du PIB, nous avions 2 fois moins. Bah, on fera la comparaison si vous voulez. En pourcentage du PIB, on a 2 fois moins. Ok, donc on va faire un truc. On va prendre le tableau. Je vais retenir la question. Déjà que j'ai pas une mémoire de fou. Bompard. Je prends le tableau. Je fais un copier-coller. Alors, c'est quoi la question? Putain, j'ai oublié la question. Hein. T'as la mémoire de merde. 2 fois moins. 2 fois moins. Ce n'est pas vrai. Mais si. Mais ce n'est pas vrai. En pourcentage du PIB. On a aujourd'hui 114% du PIB de la dette. C'est moins que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais en 2000, on avait combien? 2 fois moins. 2 fois moins. Ce n'est pas vrai. Mais si. Mais ce n'est pas vrai. En pourcentage du PIB, évidemment. Mais en pourcentage du PIB, nous avions 2 fois moins. Bah, on fera la comparaison si vous voulez. On la fera. Est-ce que oui ou non, le pourcentage... Le niveau des taux d'intérêt peut jouer et faire que momentanément... Il y en a un qui parle de la valeur de la dette, l'autre grosse tête chauve. Et il y a Monsieur Bompard qui parle de ce qu'on paye. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils se comprennent pas, les mecs. Ils parlent pas de la même chose. Voilà, les gars, je crois qu'ils parlent pas de la même chose, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'ils se comprennent pas, là. Putain. Dans une année passée. Mais... Oui, mais la base... Pas momentanément. Non, mais parce que les taux d'intérêt, ça change. Et ça change beaucoup. D'accord, mais ça peut changer dans les 2 sens. Mais la meilleure preuve, c'est que ça change dans le mauvais en ce moment. Est-ce que oui ou non... prenons un exemple à paramètres constants. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, la dette en France est inférieure à la dette en Grande-Bretagne et aux États-Unis? Non, c'est la même, à peu près. Non, elle est inférieure. Mais vous serez... moi, je veux bien que quand les chiffres vous conviennent pas, vous dites qu'ils sont pas vrais. Mais non, mais c'est la même, à peu près. Non, c'est inférieur en France qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais vous avez vu ce qui se passe au Royaume-Uni? Oui. Où les premiers ministres sont virés par des accès de marché? Ça risque d'arriver en France, sans doute, d'ailleurs. Ben oui, mais si ça vous semble enviable, pardonnez-moi, on n'a pas envie de vivre dans le même pays. Quand vous faites une politique contre le peuple... Vous vous comparez au plus mauvais, vous dites, bah regardez... Non, je me compare pas au plus mauvais. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, bah oui, la première puissance mondiale. Les marchés deviennent un acteur central dans la définition des politiques économiques. On va avancer dans cette soirée spéciale. Mais du coup, il faut accepter ça, le marché, genre... Le marché influence la politique américaine et du coup, on doit accepter le fait que ce soit la finance qui nous domine. La finance doit nous dominer, les mecs, ça suce encore. Et il nous dit que c'est pas un libéral. Le mec nous dit que c'est pas un libéral, mais depuis tout à l'heure, il encense les marchés financiers. Mais va te faire enculer, genre. Va te faire enculer. C'est un néolibéral de merde, je te jure, c'est grave ça quand même. On va avancer dans cette soirée spéciale. On en débattra si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Un mot politique. Donne des éléments de comparaison. D'habitude, vous aimez bien vous comparer à d'autres pays. Bah, un mot politique bon que mauvais. Ça dépend, c'est vous qui décidez quand c'est bon et quand c'est... Vous êtes député, François Langlais n'est pas encore député. Bien joué, ça. Peut-être. Vous serez pas LFI apparemment, mais enfin, vous êtes... Pas grave, le débat est cordial et respectueux. Toujours fécond. Absolument, je vous remercie l'un et l'autre. Mais ne m'en pas. Est-ce que, pour vous, dans tout ce qui est écrit ici, le résultat de ça est la censure prochaine? Évidemment, le plus vite possible. Vous la voterez, vous, évidemment? Bien sûr. Est-ce que, selon vous, le RN la votera avec vous? Je dis d'abord, parce que j'entends beaucoup de réactions très négatives dans le champ politique aux annonces qui ont été faites par M. Bayrou. Je rappelle que s'il y a 15 jours, parce que ce n'était pas il y a 6 mois, si 15 jours, tout le monde avait voté la censure, M. Bayrou... Il parle des retournements de veste. Oh, attendez. Il ne serait pas là pour faire ses annonces. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que, logiquement, le RN votera avec vous la censure? C'est à lui de le décider, mais ce que je dis, pour répondre d'une certaine manière à votre question, je dis que toute personne, tout député aujourd'hui qui ne voterait pas la censure d'un tel budget sera complice de la mise en œuvre de ce budget. Ça me paraît assez clair. Et donc, les gens qui ont voté pour des gens qui se prétendaient comme étant dans l'opposition à Emmanuel Macron, s'ils continuent à être les béquilles de la continuité de la politique macroniste en France, je pense que leurs électrices et leurs électeurs auront été trahis. Merci beaucoup. Et Alain, et à l'autre. Tu vois, Éric Ciotti, qui est allié avec Marine Le Pen, il en pense quoi? Il a tweeté du sang et des larmes pour les Français, la Dolce Vita pour l'État obèse. Bon, on en reparlera au mois d'octobre, les mecs. Hein. Et puis je crois que c'est même pas
Je crois qu'on n'est même pas obligé. Non, si, je pense que, connaissant le RN, ils vont pas censurer dès le mois de septembre. Je crois que Bayrou peut se faire censurer dès le mois de septembre, mais je pense qu'ils vont attendre le budget, les mecs. Je pense qu'ils vont attendre le budget, donc bon, on va voir. Hein. De cet échange de vues de qualité, je vous remercie vraiment particulièrement. Merci. Putain, j'avoue que là, LCI, ils ont proposé du bon contenu, là. J'ai bien aimé. Surtout que j'ai échangé avec vous, le chat et tout, vous avez apporté votre point de vue, etc. Mais c'était assez marrant et c'était assez limpide, j'ai bien aimé.